Le son arriva avant les mots. L'or sur la faïence, net et froid comme une gifle dans un salon silencieux. Éléonore de Dorval, duchesse de Brassac depuis 3 ans, avait les mains posées à plat sur la nappe d'organdi quand sa sœur Victoire posa la bague sur le bord de son assiette. Un matin de mai, lumière coupée par un volet qu'on n'avait pas encore ouvert, café encore chaud dans les tasses à liseré bleu, confiture de groseille dans la coupelle d'argent, et ce son bref et définitif qui n'avait rien à faire là. Éléonore reconnut le métal avant de reconnaître la forme. Elle reconnut la forme avant de comprendre ce qu'elle voyait. Et quand elle comprit, elle ne bougea pas, parce que les femmes qui ont tenu des registres à l'aube depuis 3 ans savent que certains gestes ne méritent pas la hâte. Victoire était impeccable, coiffée, souriante d'un sourire qui n'avait pas besoin de public pour exister. Armand, en face, ne levait pas les yeux de son café. La douairière Madame de Brassac avait posé ses 2 mains sur la table, immobile. Garnier, l'intendant, se tenait debout près du buffet comme chaque matin, et il regardait Éléonore avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Il m'aime maintenant », dit Victoire. Sa voix était légère, presque aimable. « Profites-en. Regarde-la bien. » Éléonore regarda la bague. Ce n'était pas une bague de fiançailles. Ce n'était pas un bijou qu'on offre à une maîtresse pour lui prouver quelque chose. C'était la bague du mariage, la sienne. Celle qu'Armand avait passée à son doigt 3 ans plus tôt dans la chapelle de Touraine, sous les yeux de son père, et de 50 témoins qui n'avaient pas demandé ce qu'elle voulait. Elle ne la toucha pas. Elle leva les yeux vers Armand. « Tu lui as donné ma bague », dit-elle. Pas une question, pas un cri. 4 mots posés sur la table, aussi calmement que le registre des comptes qu'elle avait refermé à 5 heures du matin. Armand ne répondit pas. Il regardait son café. La douairière reposa sa tasse sans un mot. Le geste précis, contrôlé, d'une femme qui retient quelque chose de plus grand que le silence. Garnier ne bougea pas d'1 centimètre. Mais Éléonore vit ses mains se refermer légèrement sur le bord du buffet. Victoire attendait une réaction. Une larme, peut-être. Un tremblement. Une question suppliante. Éléonore se leva. Ce n'était pas une fuite. Le mouvement était trop délibéré pour ça. Trop droit. Elle repoussa sa chaise, posa sa serviette sur la table, traversa la salle à manger sans regarder ni sa sœur ni son mari, et sortit par la porte du bureau. Pas celle du jardin. 3 ans plus tôt, Éléonore était arrivée au domaine de Brassac par une matinée de novembre, dans une calèche qui sentait le cuir mouillé, avec 2 mâles et la certitude tranquille que personne ici ne l'attendait vraiment. Armand l'avait accueillie avec une courtoisie irréprochable et des yeux qui regardaient ce quelque chose derrière elle. La douairière l'avait jaugée en 10 secondes avec l'efficacité d'une femme qui a survécu à 40 ans de ce domaine. Garnier lui avait serré la main avec la neutralité professionnelle d'un homme qui attendait de voir. Le lendemain, elle avait demandé les comptes. Garnier les lui avait apportés sans commentaire et elle avait passé 3 jours à les lire. Ce qu'elle avait trouvé n'était pas une mauvaise gestion. C'était une accumulation tranquille de négligence, de dettes reportées, de fermages mal calculés, d'une hypothèque qu'on avait renouvelée sans en lire les termes. Le domaine ne s'effondrait pas dans un fracas. Il s'effondrait lentement, silencieusement, comme une maison dont on ne répare jamais le toit. Elle avait commencé à travailler. Pas parce qu'on le lui avait demandé. Pas parce qu'elle voulait qu'on le remarque. Parce que c'était ce qu'elle savait faire et que la maison tombait. Les lettres aux créanciers, d'abord, formulées avec une précision qui laissait peu de place à la négociation, mais assez pour que l'autre partie croit avoir obtenu quelque chose. Les fermages de l'aile nord ensuite,
renégocié sur 2 saisons, avec une patience que les fermiers avaient finalement respectée, parce qu'elles connaissaient le nom de leur fils et l'état de leur terre. L'hypothèque avec Maître Duval, le notaire d'Angers, reportée une première fois en septembre de la première année, puis renouvelée en janvier de la deuxième. Chaque fois avec des termes légèrement meilleurs que la fois précédente. Garnier présentait les résultats au duc chaque trimestre. Il ne mentait pas, il omettait simplement de nommer leur auteur. C'était une habitude de classe, et Léonore le savait. On ne dit pas à un duc que c'est sa femme qui tient ses comptes. On dit « le domaine se redresse ». Armand avait hoché la tête et n'avait pas posé de questions. Il y avait eu un soir, au 3e mois de mariage, dans la bibliothèque. Éléonore annotait les registres à la lumière d'une bougie. Elle avait pris l'habitude de travailler tard, quand la maison était silencieuse. Armand était entré sans bruit, avait pris un livre sur l'étagère sans lui adresser la parole et s'était assis dans le fauteuil, en face d'elle. Il avait lu pendant 2 heures. Il n'avait rien dit. Il était parti quand la bougie avait baissé. C'était la première soirée où Éléonore ne s'était pas sentie seule dans cette maison. Elle n'avait jamais su si Armand était entré par hasard ou s'il avait choisi ce fauteuil parce qu'elle était là. Elle n'avait pas posé la question. 6 mois plus tôt, Victoire était arrivée en visite prolongée. 24 ans, magnétique, vive, avec ce talent particulier pour entrer dans un salon et en devenir immédiatement le centre sans sembler en faire l'effort. Armand, qui n'avait jamais eu à chercher ce qui brillait, avait regardé Victoire comme on regarde une fenêtre qu'on vient d'ouvrir dans une pièce fermée depuis longtemps. Éléonore avait commencé à noter les absences du mardi. Un parfum qui n'était pas le sien sur la veste d'Armand. Des gants oubliés dans son cabinet, des gants de femme, trop petits pour être les siens. Elle avait noté ces choses dans sa tête avec la même méthode qu'elle notait les chiffres dans ses registres. Sans émotion apparente, avec une précision qui lui permettait de dormir. Jusqu'à ce matin. Jusqu'alors sur la faïence. Le cabinet d'Armand donnait sur la cour intérieure. Éléonore ferma la porte derrière elle. Pas avec violence, avec la fermeté d'une femme qui n'a pas besoin du bruit pour se faire entendre. Armand était entré 30 secondes après elle. Il s'arrêta à 2 pas de la porte, et elle vit dans son regard quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu. De la honte, peut-être? Ou ce qui précède la honte, quand on n'est pas encore tout à fait prêt à la reconnaître. Éléonore. Depuis quand? Dit-elle. Ce n'était pas une question, c'était une demande de précision. Écoute, il faut que tu comprennes. Depuis quand? Il s'arrêta, passa une main sur son visage, il dit, la voix basse, 4 mois. Éléonore resta immobile. Elle regardait un point sur le mur derrière lui, pas lui. Une façon de lui laisser le temps de continuer, sans qu'il puisse lire sur son visage ce que ça lui coûtait. Et la bague, dit-elle enfin. C'est toi qui la lui as donnée? Ou c'est elle qui te l'a prise? Je la lui ai donnée. Pourquoi celle-là? Tu aurais pu lui acheter un bijou. Tu aurais pu aller chez un orfèvre à Angers et lui acheter ce que tu voulais. Tu as choisi ma bague, celle du mariage. Pourquoi? Armand ne répondit pas. Parce que tu ne savais même pas que c'était important, dit Éléonore. Sa voix ne montait pas. Pour toi, cette bague est un objet. Pour moi, c'est 3 ans. Elle alla au bureau, son propre bureau qu'elle avait installé dans ce cabinet, parce que le sien donnait sur la cour des communs et que la lumière y était meilleure le matin. Elle ouvrit le tiroir du bas et en sortit un registre à couverture noire, usé sur les coins, avec une étiquette à l'écriture serrée. Domaine de Brassac, comptes généraux, Anne I. Elle le posa sur le bureau entre celles, eux. Sais-tu combien tu dois au notaire Duval? Demanda-t-elle.
Armand regarda le registre. Garnier s'occupe. Garnier te présente les résultats. Je te pose une question précise. Sais-tu le montant de l'hypothèque sur l'aile nord? Il garda le silence. Sais-tu que les fermages de cette aile ont été renégociés en janvier? Que c'est pour ça que Loubet et les deux autres n'ont pas résilié l'hiver dernier? Armand posa la main sur le dossier de la chaise sans s'asseoir. Son regard allait du registre à elle, puis revenait au registre, comme si les chiffres allaient lui expliquer quelque chose que les mots ne pouvaient pas. « Sais-tu dans quel état était ce domaine quand je suis arrivé ?» dit Éléonore. « Le montant exact des dettes, le nom du créancier qui menaçait de saisir l'aile ouest en décembre de la première année ?» Il ne savait pas. Elle le voyait dans la façon dont ses épaules s'étaient légèrement affaissées. Pas d'effondrement, rien de dramatique, juste ce relâchement imperceptible d'un homme qui comprend qu'il est sur un terrain qu'il ne connaît pas. Il dit enfin, la voix sourde, « Non. »« Non », répéta Éléonore. Elle referma le registre d'un geste net. « Parce que tu n'as jamais regardé. » Elle reprit le registre sous son bras et sortit du cabinet. Armand resta seul face au bureau vide, et elle n'attendit pas de savoir ce qu'il allait faire. Le bureau de Garnier était au fond du couloir des communs, derrière la salle des archives. Une pièce basse, encombrée de classeurs, et d'odeurs de cire froide et d'encre. Garnier était assis à sa table quand Éléonore entra. Il leva les yeux, vit son expression, et ne dit rien. Elle s'assit en face de lui. « Si je pars, dit-elle, combien de temps avant que les créanciers reviennent ?» Garnier posa sa plume. Il avait 52 ans, des mains larges d'homme qui avait commencé comme fermier avant de devenir intendant, et une façon de peser ses mots qui avait toujours inspiré confiance à Éléonore. « Le report de l'hypothèque expire en septembre, dit-il. C'est vous qui avez négocié avec Maître Duval. Les termes sont dans votre correspondance, pas dans celle du duc. Si vous partez, Duval ne renouvellera pas avec lui. Il ne le connaît pas. Il vous connaît, vous. Et les fermages? Loubet, Renard et Bertin écrivent à vous. Pas au duc. » Garnier marqua une pause. « Si vous partez, ils résilieront avant l'hiver. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est qu'ils savent que c'est vous qui comprenez leur beau. » Éléonore regarda ses mains sur la table, ses mains sèches de femme qui manipule des registres depuis l'aube. « Donc si je pars, dit-elle lentement, le domaine est en difficulté avant Noël. »« Avant septembre, » corrigea Garnier. Puis, après un silence, « Madame, je suis désolé. De ce matin, vous n'avez pas à vous excuser de ce que vous n'avez pas fait. J'aurais pu dire au duc, depuis le début, que c'était vous. » Elle le regarda sans détour. « Oui, vous auriez pu. » La porte s'ouvrit. La douairière Madame de Brassac entra dans le bureau avec l'assurance d'une femme qui entre dans toutes les pièces de sa propre maison, comme si elle en avait le droit. Ce qui était vrai. Elle avait 60 ans, une robe grise et un regard qui n'avait pas besoin de se hausser pour vous regarder de haut. « J'ai entendu, » dit-elle à Éléonore. Garnier se leva discrètement et alla s'occuper d'un classeur à l'autre bout de la pièce. « Mon fils est un imbécile, » dit la douairière. Elle s'assit dans le fauteuil que Garnier avait libéré. « Mais toi, 3 ans à sauver sa maison sans rien dire. Sans une question, sans une exigence, sans même lui montrer un chiffre. Pourquoi ?» Éléonore prit le temps de répondre. « Parce qu'on m'a appris que les femmes solides ne se plaignent pas. » La douairière la regarda longuement. Quelque chose traversa son visage. Pas de la pitié, quelque chose de plus vieux et de plus dur que ça. « Quad zéro n'est pas un compliment, dit-elle.
quand ça veut dire qu'on peut vous négliger sans conséquence. Je le sais. C'est ce que mon mari disait de moi. Il disait, quote, il disait ça avec de la fierté, comme si c'était une qualité. Et ça voulait dire qu'il pouvait ne jamais me demander comment j'allais. Parce que les choses d'un arrivent solides n'ont pas besoin qu'on s'en occupe. Éléonore ne répondit pas. « Tu n'es pas un meuble, » dit la douairière, « même si tu t'es comporté comme un. » C'est à ce moment que Victoire apparut dans l'embrasure de la porte. Elle avait suivi ou elle avait entendu depuis le couloir. Son regard alla de la douairière à Éléonore, et elle comprit en une seconde ce qu'elle voyait. Une alliance formée sans elle. Elle repartit sans entrer. 1 heure plus tard, Armand était dans son cabinet quand Victoire entra et ferma la porte avec le soin particulier des gens qui veulent qu'on sache qu'ils ferment une porte. « Ta mère est dans le bureau de l'intendant avec ta femme, » dit Victoire. Elle lui donne raison. Armand était debout près de la fenêtre. Il n'avait pas bougé depuis qu'Éléonore était partie. Le registre à couverture noire n'était plus sur son bureau. Elle l'avait repris. Mais l'espace qu'il avait occupé semblait encore présent, comme une empreinte. « Si tu veux me garder, » dit Victoire, « il faut choisir maintenant. Ta mère ou moi. Ta femme ou moi. » Armand ne répondit pas. Victoire attendit. Puis elle dit, plus doucement, « Armand ?» Il regardait la cour par la fenêtre. 1 an plus tôt, lors d'un dîner chez le baron de Lucens, le vieux baron avait dit en regardant Éléonore de l'autre côté de la table, « Les filles de baron font d'étranges duchesses. On dirait une intendante. » Et Armand, sans lever les yeux de son assiette, avait dit, « Mon domaine n'a jamais été aussi bien tenu. Si c'est le travail d'une intendante, je lui dois des remerciements que je ne lui ai pas encore faits. » Il avait dit ça sans réfléchir, par réflexe de défense du domaine. Et il n'avait pas réalisé sur le moment qu'il parlait d'elle. Il s'en souvenait maintenant. Il dit à Victoire, la voix sans appui, « Je ne sais pas. » Ce furent les 2 mots les plus honnêtes qu'il avait prononcés depuis 4 mois. Victoire les entendit, et son visage se ferma comme une fenêtre qu'on claque. Elle sortit. Armand resta dans son cabinet, entre sa mère qui avait choisi le camp d'Éléonore, sa femme qui venait de lui montrer un registre qu'il n'avait jamais lu, et Victoire qui lui demandait de choisir. Et le domaine, dehors, continuait de fonctionner, les fermiers dans leurs champs, le courrier du matin trié par Garnier, les comptes de la semaine sur le bureau d'Éléonore. Parce qu'Éléonore continuait, même ce matin-là, même avec sa bague sur l'assiette. Il ne décida rien. Maître Duval arriva le lendemain en fin de matinée, dans un cabriolet noir, avec sa serviette de cuir et l'air tranquille d'un homme dont les rendez-vous sont toujours honorés. Il demanda à Bertrand, le valet de porte, à voir « Madame la Duchesse ». Armand, qui traversait le vestibule, s'arrêta. « Pourquoi ma femme ?» demanda-t-il. Duval inclina légèrement la tête. Il avait 60 ans, des lunettes rondes, et la politesse absolue des notaires qui ont appris à ne jamais laisser paraître leur étonnement. Parce que c'est madame qui a signé le report en janvier, monsieur, et en septembre de l'année dernière, et l'année d'avant. Le rendez-vous de ce mois-ci a été pris par madame il y a 2 mois. Armand regarda Duval. Duval le regarda avec une neutralité parfaite. « Je vois », dit Armand. Ce n'était pas vrai. Il ne voyait pas encore, mais quelque chose avait commencé à bouger dans sa compréhension des choses, quelque chose de lent et d'irréversible, comme une porte qu'on pousse et qui ne peut plus se refermer tout à fait dans le même axe. Il conduisit Duval au salon et alla chercher Garnier. « Emmenez-moi au bureau d'Éléonore », dit-il à l'intendant. Garnier le regarda une seconde,
Une seconde de trop, suffisante pour qu'Armand comprenne que Garnier aussi attendait ce moment depuis longtemps. Ils montèrent au premier étage, au premier. Le bureau d'Éléonore était la petite pièce au bout du couloir est, celle qui donnait sur le verger. Armand ne s'y était jamais rendu. La porte était entr'ouverte. Il entra seul. 3 ans de registres, empilés sur les étagères avec une précision qui reflétait la façon dont elle pensait. Par année, par type de correspondance, par créancier. Des lettres en copie, rangées dans des chemises étiquetées de son écriture serrée. Des brouillons de négociations avec des ratures et des notes marginales. Un plan du domaine épinglé au mur avec des annotations en rouge sur les parcelles de l'aile nord. Armand s'arrêta devant les étagères et ne toucha rien. Garnier entra derrière lui. « Quand vous étiez à Paris en février, » dit l'intendant. Maître Duval avait donné 8 jours pour le remboursement d'un arriéré sur l'aile nord. Madame a négocié en 2 jours. Elle a obtenu un report de 6 mois et une réduction des intérêts. Armand ne répondit pas. « Si elle n'avait pas été là, monsieur, vous auriez trouvé une saisie en rentrant de Paris. » Armand prit l'un des registres sur l'étagère du bas. Celui de la première année, à couverture noire. Le même qu'Éléonore lui avait montré dans son cabinet. Il l'ouvrit au hasard. L'écriture était dense, précise, avec des colonnes de chiffres et des notes en marge, dans une encre légèrement différente. Des ajouts faits plus tard, des corrections, des observations. Duval, délai obtenu jusqu'au 15. Lettre de relance à préparer pour le 10. Et plus bas, dans une marge serrée. Le duc ne sait pas que l'aile ouest est hypothéquée à 70%. Ne pas attendre qu'il le découvre, agir avant. Armand referma le registre. Il alla au bureau de Garnier. Pas le sien, celui de l'intendant au fond du couloir des communs. Éléonore avait commencé à y empiler les registres qu'elle emporterait si elle partait. Une pile soigneuse, ordonnée, qui ressemblait moins à une menace qu'à une décision déjà prise dans sa tête. Il posa sa main sur la pile. Pas pour la prendre, pas pour la déplacer, juste sa main à plat sur 3 ans de son travail. 10 secondes. Éléonore était dans la pièce. Elle était entrée derrière lui sans bruit, et il ne l'avait pas entendue. Elle regardait sa main sur les registres. Elle ne retira pas la pile. Après 10 secondes, Armand retira sa main. Victoire tenta une dernière manœuvre le soir même. Elle trouva la douairière dans le salon du premier, où la vieille dame lisait en fin de journée. « Votre belle-fille tient des comptes », dit Victoire. Elle était restée debout, ce qui était une erreur. On ne s'impose pas à la douairière Madame de Brassac en restant debout. Ce n'est pas le rôle d'une duchesse. La douairière posa son livre sur ses genoux. Le rôle d'une duchesse est de sauver sa maison quand elle en a les moyens. Ma belle-fille l'a fait. Elle regarda Victoire avec une expression qui n'était pas de la cruauté, mais quelque chose de plus froid. « Toi, qu'as-tu sauvé ?» Victoire n'eut pas de réponse. Le lendemain, le fermier Loubet vint au domaine pour un litige de bail. Il demanda Madame. On lui dit qu'elle était occupée. Loubet ôta son chapeau et dit qu'il attendrait, qu'il avait tout son temps, que c'était Madame qui comprenait la terre, et qu'il préférait attendre 1 heure qu'expliquer son problème à quelqu'un qui n'y connaîtrait rien. Éléonore ne dormait plus dans la chambre conjugale. Elle avait installé un lit de camp dans le bureau de Garnier. Une décision prise sans annonce ni explication, avec la même méthode tranquille qu'elle appliquait à tout. Le domaine continuait de fonctionner. Le courrier partait le matin. Les comptes de la semaine étaient tenus. Garnier présentait les résultats au duc, comme toujours, sauf qu'il avait cessé d'omettre le nom de leur auteur. Cette nuit-là, vers 11 heures, Éléonore sortit du bureau
avec une liasse de lettres B à classer. Le corridor était sombre, éclairé par une seule applique à mi-chemin. Armand était assis par terre dans le corridor, dos au mur, les genoux remontés, comme un homme qui aurait renoncé à trouver une posture digne. Elle s'arrêta. « J'ai lu le registre de la première année, » dit-il. Sa voix était différente, plus basse, plus lente, sans la distance habituelle qui lui donnait l'air de parler depuis une légère hauteur. « Et » dit Éléonore, « le domaine devait 60 000 livres quand tu es arrivé. » Il marqua une pause. « Je ne le savais pas. » Elle dit simplement « Non. » « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Éléonore regarda le mur en face d'elle. « Parce que tu ne m'aurais pas cru. Tu m'aurais dit que Garnier s'en occupait, et Garnier t'aurait dit que la situation était sous contrôle, parce que c'est ce qu'on dit aux ducs pour ne pas les inquiéter. Et rien n'aurait changé. » Armand garda le silence un moment. Puis il dit « Je n'aurais peut-être pas dit ça. » « Non, » dit Éléonore doucement. « Tu l'aurais dit, pas par mauvaise volonté, parce que c'est ce que tu savais faire, croire que les choses fonctionnaient. » Il leva les yeux vers elle. Il tendit la main, paume ouverte, tournée vers le haut. Elle regarda la main, elle regarda sa paume ouverte dans la lumière faible du corridor. Et elle pensa à la bague sur l'assiette, et à la bibliothèque 3 ans plus tôt, et à sa propre main sèche sur les registres à 5 heures du matin. Elle n'en prit pas la main. Elle rentra dans le bureau et ferma la porte doucement derrière elle. Le dîner du lendemain soir était restreint. Éléonore l'avait voulu ainsi. Elle avait demandé que Maître Duval reste pour le repas. Armand avait cru que c'était pour signer le renouvellement de l'hypothèque. Il n'avait pas posé d'autres questions. Ils étaient 6 autour de la table. Éléonore, Armand, Victoire, la douairière, Garnier et Duval. La salle à manger sentait la cire et les fleurs coupées. Les chandeliers étaient allumés malgré la lumière encore longue de mai. La porcelaine à liseré bleu brillait sur la nappe blanche. Ils avaient mangé le potage. Ils avaient mangé l'entrée. Personne n'avait dit grand-chose. La douairière regardait son assiette. Victoire regardait Armand. Garnier regardait la fenêtre. Duval mangeait avec l'application d'un homme qui a appris à ne jamais laisser paraître qu'il comprend exactement ce qui se passe dans la pièce où on l'a invité à dîner. Après l'entrée, Éléonore se leva. Elle alla au buffet. Le même buffet où la bague était restée depuis le matin du petit déjeuner. Personne n'y avait touché, comme si l'objet était devenu trop chargé pour qu'on veuille le déplacer. Elle prit la bague. Elle la posa sur la table, devant son assiette. Puis, elle alla chercher les 3 registres qu'elle avait laissés sur la console près de la porte. Les registres des 3 premières années, à couverture noire, usés sur les coins. Elle les posa sur la table. La conversation s'éteignit d'une façon différente des autres silences de la soirée. En 3 ans, dit Éléonore, j'ai renégocié l'hypothèque de ce domaine 2 fois. Avec Maître Duval, ici présent, qui peut confirmer les dates, les montants et les termes. J'ai restructuré les fermages de l'aile nord, les 3 fermiers qui représentent 40% des revenus agricoles du domaine. J'ai remboursé 4 créanciers sur 7. J'ai empêché une saisie en février, pendant que vous étiez à Paris. Elle s'arrêta. Elle regardait Armand. Tout est dans ces registres. Chaque ligne, chaque chiffre, chaque lettre que j'ai écrite au nom du duc de Brassac, signée de ma main, parce que vous ne saviez pas qu'il fallait écrire. Armand dit « Pourquoi ne m'as-tu jamais ?» Parce que vous n'avez jamais demandé. Sa voix ne montait pas. Elle était parfaitement calme, parfaitement claire, comme les chiffres dans ses registres. 3 ans. Pas une question sur les comptes, pas un regard sur un registre, pas une fois l'idée que le domaine pouvait avoir des dettes, des créanciers
des problèmes qui méritèrent de votre attention. Vous croyiez que tout cela fonctionnait seul, comme vous croyiez que le mariage fonctionnait seul. La douairière ne bougeait pas. Garnier regardait la table. Duval avait posé sa fourchette. Éléonore se tourna vers Victoire. « Vous avez posé ma bague sur mon assiette avant-hier. Vous avez dit « cote 2 », peut-être. Mais savez-vous ce qu'il vous a donné ?» Victoire ouvrit la bouche. Éléonore continua. « Un homme qui ne lit pas ses propres comptes. Un domaine qu'il croit prospère et qui sera en faillite avant Noël sans moi. Et une bague qui n'est pas la sienne. C'est la mienne. Il vous a donné ce qui m'appartenait. Il ne vous a rien donné de lui. »« Tu es jalouse, » dit Victoire. « Je suis lucide. » Éléonore se tourna vers Garnier. « Garnier, dites au duc combien le domaine doit à maître Duval. » Garnier dit, sans lever les yeux, « 42 000 livres, monsieur, reporté 3 fois. Par madame ?» Duval dit, de sa voix égale de notaire, « Le prochain report expire en septembre. Si madame ne signe pas le renouvellement, je ne renouvelle pas. Je connais les comptes de madame, monsieur. Je ne connais pas les vôtres. » Armand avait blanchi. Pas d'un coup, progressivement, comme quelqu'un qui comprend quelque chose qu'il ne peut plus ne pas avoir compris. Éléonore prit la bague sur la table. Elle la regarda une seconde. L'or, le poids dans sa paume. Puis, elle la remit à son propre doigt. Ce n'était pas un geste de réconciliation. C'était une revendication. « Cette bague est à moi, » dit-elle. « Pas parce que vous me l'avez donnée, parce que je l'ai portée pendant 3 ans en tenant votre maison debout. » Elle regarda Armand, et pour la première fois depuis le début du dîner, sa voix prit quelque chose d'autre que la froideur précise des chiffres. Quelque chose de plus direct, de plus nu. « Si vous voulez que je reste, vous lisez ces registres, chaque page. Vous apprenez le nom du notaire qui empêche ce domaine de tomber. Vous apprenez les noms des fermiers de l'aile nord et les termes de leurs baux. Vous apprenez ce que vous possédez et ce que vous devez. Si vous préférez autre chose, je pars avec mes comptes, mes contacts et la connaissance de chaque dette que vous ignorez. Et vous découvrirez en septembre ce que vaut un domaine sans la femme solide. » La douairière dit, d'une voix très calme, « Mon fils, elle a raison, et tu le sais. » Victoire ne regardait plus Armand. Elle regardait les registres sur la table. Les 3 volumes à couverture noire, les colonnes de chiffres visibles sur les pages ouvertes, l'écriture serrée dans les marges. Elle regardait les chandeliers, les murs, la nappe blanche, comme si elle recalculait quelque chose. Elle se leva. Pas de larmes. Victoire n'était pas une femme qui pleurait en public. Elle dit à Éléonore, avec une voix qui avait perdu son assurance de salon, mais qui n'avait pas perdu sa précision. « Tu aurais pu me le dire avant, que tout ça... » Elle fit un geste vers la salle, les murs, les chandeliers. « C'est toi. » Éléonore la regarda. « Tu ne me l'as jamais demandé non plus. » Victoire prit sa serviette, la posa sur la table, sortit de la salle à manger sans regarder Armand. Ce qui suivit n'était plus tout à fait le même dîner. Les choses ne pouvaient plus reprendre la forme qu'elles avaient eue avant. Le surlendemain matin, la malle de Victoire était dans la calèche. Éléonore attendait sur le perron, pas pour retenir, pas pour accuser. Elle était là parce que c'était sa maison et que les départs sonnoraient sur le perron. Victoire sortit avec son manteau de voyage, ses gants, son petit sac de cuir. Elle s'arrêta devant Éléonore. « Tu aurais pu briller, » dit Victoire. « Tu avais tout pour ça. Tu as choisi de tenir. »« Ce n'est pas un choix, » dit Éléonore. « C'est ce que je sais faire. » Victoire la regarda une seconde. Un regard sans hostilité, presque curieux, comme si elle voyait quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Puis, elle monta dans la calèche.
Le valet ferma la portière. Par la fenêtre, Victoire dit « La prochaine fois qu'un homme me donnera une bague, je vérifierai à qui elle appartenait. » La calèche s'ébranla sur les pavés de la cour, tourna sous le porche et disparut dans l'allée de Tilleul. Éléonore resta sur le perron jusqu'à ce que le bruit des roues se soit perdu dans le silence de mai. Puis, elle rentra. Pour la première fois depuis 6 mois, elle était seule dans sa propre maison, sans Victoire dans le salon, sans Victoire à table, sans le parfum de Victoire dans les corridors. Elle alla dans son bureau. Le lendemain matin, Armand frappa à la porte. Il entra avec le registre de la 2e année sous le bras. Elle le reconnut au liseré rouge sur le dos de la couverture. Et il s'arrêta à mi-chemin de la pièce. Il avait l'air d'un homme qui a passé la nuit à lire et qui n'a pas encore trouvé comment le dire. « Page 47, dit-il. Éléonore attendit. « Tu as écrit dans la marge. Tiré bas, côte. Tiré bas, 3, tiré bas, tiré bas, tiré bas. » Il posa le registre ouvert sur le bureau, à la page en question. L'écriture dans la marge était bien la sienne. Serrée, précise, avec cette façon de pencher légèrement vers la droite. « Tu me protégeais de mes propres affaires. » Elle dit, sans détour. « Oui. » « Pourquoi ?» Éléonore regarda la page. Elle réfléchit à la réponse vraie. Pas la réponse commode, pas celle qui ferait bonne figure, mais celle qui était exacte. Parce que si tu avais su, tu aurais dû t'en occuper. Et je ne savais pas si tu saurais comment. Et j'avais peur que si tu échouais, le domaine tombe. Alors j'ai géré. Tu n'avais pas confiance en moi. Je ne te connaissais pas, dit-elle. Et tu ne me connaissais pas. Armand regarda le registre ouvert entre eux. Puis il dit, et sa voix avait quelque chose de différent des formules courtoises qu'il utilisait d'habitude, quelque chose de direct, presque maladroit. « Ne me protège plus. Montre-moi. » Il était à 2 pas d'elle. Il fit les 2 pas. Le baiser vint de lui, lent, les yeux ouverts, avec l'hésitation particulière d'un homme qui fait quelque chose pour la première fois en ayant conscience que c'est la première fois. Pas la première fois qu'il embrassait une femme. La première fois qu'il choisissait, dans ce mariage, de s'approcher sans que la distance lui soit retirée par une circonstance extérieure. Éléonore tenait encore le registre entre eux. Elle ne le posa pas. L'été vint sur le domaine de Brassac avec la lenteur particulière des étés d'Anjou. Les tilleuls dans l'allée, les vignes de l'aile nord hautes et vertes, la lumière de mai devenue lumière de juillet sur la nappe d'Organdie. Même table. Même porcelaine à liseré bleu. Même lumière du matin. Coupée par le volet qu'on n'avait toujours pas réparé, mais qu'on n'avait plus envie de réparer. Parce que la façon dont elle découpait la lumière en 2 sur la table était devenue familière. La bague était au doigt d'Éléonore. À côté du café, le registre de la 4e année était ouvert à la page des comptes du mois de juin. L'écriture dans les colonnes était celle d'Éléonore, serrée, précise, penchée vers la droite. Et dans les marges, une autre écriture, plus large, moins assurée, avec des chiffres parfois recalculés et parfois faux. La main d'Armand, maladroite, parfois incorrecte, mais présente sur chaque page, depuis la page 1. Garnier entra avec le courrier du matin. Il le posa sur le coin de la table, comme chaque jour. « Le fermier Loubet demande un rendez-vous, » dit-il. Armand, sans lever les yeux du registre qu'il lisait, la page 42, où Éléonore avait noté en marge les termes du bail de Loubet 3 ans plus tôt, dit « C'est avec ma femme ou avec moi ?» Garnier marqua une pause d'1 seconde. La même seconde qu'il avait marquée, des mois plus tôt, quand Armand lui avait demandé de le conduire au bureau d'Éléonore pour la première fois. « Cap,
Avec vous deux, dit Garnier. Éléonore leva les yeux vers Armand. Il leva les yeux vers elle au même moment. Par-dessus le registre ouvert, par-dessus le café, par-dessus 3 ans de compte tenus en silence et une bague reprise sur un buffet un soir de mai. Elle sourit. Ce n'était pas le sourire qu'on fait pour les salons, ni celui qu'on fait pour les dîners avec les voisins. C'était le sourire d'une femme qui a posé les comptes sur la table et qui voit, pour la première fois, quelqu'un les lire, vraiment lire, avec les yeux ouverts, avec l'intention d'apprendre ce qu'ils contiennent. Armand dit à Garnier, « Dites à Loubette que nous le recevrons jeudi. » Garnier dit, « Bien, monsieur. » Et il sortit.